Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette masterclass dédiée au bien-être du dirigeant. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec mon invité, Olivier Maître. Olivier Maître, bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez, sur cette 7e édition de Big, on a vraiment promu la conquête. Conquête comme philosophie pour aller prospecter de nouveaux marchés, pour aller s'implanter à l'international, pour développer de nouveaux produits. Et cette masterclass, vous pouvez penser qu'elle prend le contre-pied de toute cette thématique-là. En réalité, non. Le bien-être du dirigeant, c'est juste un angle différenciant de la conquête, puisque si vous ne valorisez pas cet actif en tant que dirigeant d'entreprise, vous avez toutes les chances de péricliter et de mener à mal tous vos projets de croissance et de conquête. Alors, je vais laisser mon invité se présenter tout de suite. Oui, bonjour, je suis Olivier Maître, dirigeant de la société Optison. Nous sommes fabricants de montures de lunettes made in France et on a même par nos valeurs de promouvoir le bien-être de nos salariés. Donc pour promouvoir ce bien-être-là, il faut qu'on soit aussi aligné et promouvoir notre bien-être. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de laisser la parole à mon invité, juste quelques petits éléments de théorie et pourquoi on a fait cette masterclass, vous allez mieux comprendre pourquoi. Alors, il y a une étude d'Harmonie Mutuelle qui est sortie en 2017 et qui a révélé que le comportement du chef d'entreprise sur les thématiques de bien-être en général avait un impact direct sur la santé et la performance financière de son entreprise. Par performance financière, on entend le chiffre d'affaires, le résultat, la performance opérationnelle et donc cette étude a identifié plusieurs leviers sur lesquels on peut agir concrètement pour améliorer son bien-être en tant que dirigeant d'entreprise et donc la santé financière tout simplement de celle-ci. Parmi lesquels le nombre d'heures travaillées par semaine, la possibilité de s'arrêter en cas d'accident, le nombre d'heures de sommeil par nuit et d'autres comme le sport, la possibilité d'avoir un loisir. Et donc je vais revenir sur juste les quelques premières. Vous voyez en vert le chiffre 6,3. Alors ça, c'est un indice de performance qui correspond au comportement d'un chef d'entreprise. En deçà de 54 heures de travail par semaine, donc si vous arrivez à vous limiter à ce niveau-là, vous améliorez votre score de 6,3, alors que lorsque vous dépassez 60 heures de travail par semaine, au contraire, vous amenuisez votre score et vous tombez tout de suite sous la barre des 5,4. Alors bon, tout ça est très théorique, mais c'est pour vous montrer que le bien-être, c'est pas juste un ornement, un luxe. C'est pas du tout la panacée des grosses entreprises qui peuvent se le permettre, mais ça doit être une politique quotidienne de votre management en tant que chef de PME, chef de TI. N'hésitez pas si tout au long de cette intervention, si vous avez des questions à poser sur le fil du chat, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors déjà, en regardant ça, Olivier, est-ce que vous avez identifié des comportements dans votre quotidien où vous vous êtes dit, en tant que chef d'entreprise, voilà, je me limite à un certain nombre de travail d'heures par semaine, ou alors j'ai un codir suffisamment puissant pour pouvoir m'arrêter si jamais j'ai une faiblesse ou un accident. Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Au quotidien, ce tableau-là, il a quelque chose d'intéressant, c'est que, en fait, quand on le voit, on se reconnaît dans certains icônes, et je me reconnais dans certains où j'ai été une certaine période où je faisais trop d'heures, et ça se ressentait dans l'efficacité, en fait, hein, ni plus ni moins. Après, sur les heures de sommeil aussi, ce que je peux partager avec vous, c'est qu'à un moment, c'est pas forcément les heures, mais je dirais plutôt la qualité du sommeil. Et quand on se réveille dans la nuit en pensant au travail, en étant en sueur, à mon avis, c'est un bon indicateur pour commencer à se poser des questions, à se remettre en cause. Et je pense que c'est plutôt un indicateur comme ça que des heures, je dirais. Et cet indicateur-là de transpiration et de penser au travail pendant la nuit, c'est quelque chose que j'ai vécu et quelque chose qui est révélateur d'un problème, sauf qu'on n'est pas toujours à même de s'en rendre compte. Moi, c'est des personnes qui m'ont éclairé par des experts, des choses comme ça, qui m'ont dit à un moment, fais attention à ta santé, parce que si tu continues dans cette voie-là, tu mets vraiment en danger ta santé. Il y a aussi certaines fois des petits indicateurs, on va dire ce qu'on peut appeler les signaux faibles, qui vont vous indiquer que vous êtes sur la mauvaise voie.
il faut avoir l'humilité de les écouter et pas de dire non, c'est rien, ça va passer, c'est juste un eczéma, c'est juste un petit problème de santé. Il y a toujours des choses à lire dans ces choses-là. Et je pense que le sommeil, c'est quelque chose d'assez révélateur dans la façon dont notre corps subit cette agression, on va dire, de stress, de choses comme ça, du monde qui nous entoure. Et d'autant plus en tant que dirigeant d'entreprise, je pense qu'on a une surcouche de stress. Donc c'est important de le gérer et que l'organisme puisse se récupérer pendant la nuit. Parce que on a travaillé un petit peu avec des experts, ils expliquent en fait qu'on a l'hormone du stress est bonne, mais à petite dose, et avec de la récupération qui doit se faire. Autrement, on arrive dans des zones des doses de cortisol, en fait, c'est un peu technique, qui sont permanentes, et là, c'est dangereux pour l'organisme, parce que c'est une autodestruction de l'organisme. Donc, quand on commence à sécréter quelque chose qui vous autodétruit, ça peut durer un certain temps, mais il ne faut pas que ça dure très longtemps. Donc, on peut vite descendre dans des pentes glissante pour sa santé. Et on ne s'en rend pas toujours compte, hein, ça vient doucement, c'est quelque chose qui se dit, bon, la situation est difficile, mais en fait, le stress ajoute à la difficulté et ça devient une spirale un petit peu infernale. Donc c'est important d'en tenir compte. Après, moi, j'ai réussi à m'en sortir de cette chose-là par le sport. En fait, j'ai rencontré à un moment un expert qui m'a expliqué qu'il fallait au minimum un quart d'heure de sport à haute dose par jour pour l'organisme monte dans les tours et arrive à être... le cœur tape à plus de 150 ou 120 ou 130 suivant son âge. Mais où vraiment, on a pendant 15 minutes d'une activité intense. Alors ça peut être des squats dans sa douche, courir un quart d'heure. Un quart d'heure, ça reste faible. Mais en le pratiquant, moi je l'ai pratiqué 5 jours par semaine. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de remonter la pente de ces nuits difficiles avec un réveil transpirant en pensant au travail. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut que je me force certaines fois. Quand ça va mieux, je peux arrêter le sport. Mais quand ça revient, je recommence le sport. Et là, je ne vais pas tarder à le recommencer parce qu'on est sur des enjeux de croissance importants. Et cet expert, c'est Lionel Pagès qui nous avait donné ces astuces-là. Et j'ai pu les mettre en pratique dans une période qui était difficile pour moi il y a 2 ans et demi. Voilà. Voilà. On va justement revenir sur les débuts. Alors, on est entré assez vite dans le vif du sujet, mais alors déjà, Olivier, vous êtes fabricant de lunettes Made in France. C'est une entreprise familiale. Donc, avec vous, en fait, on aurait pu parler de beaucoup de choses, de Made in France, de réindustrialisation, transmission d'entreprise, de père en fils. On aurait pu parler de sujets hyper variés. Et finalement, aujourd'hui, on parle de bien-être de dirigeants. Alors, expliquez pourquoi, comment c'est venu, parce que j'imagine que c'est pas quelque chose que vous traînez depuis le démarrage de votre activité. Il y a une prise de conscience. Comment c'est venu? Expliquez-nous un petit peu déjà l'origine de ce sujet. Donc, oui, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis une dizaine d'années, que j'ai travaillé, que j'ai affiné en fait. J'étais plutôt au début de mon activité. Bon, ça fait maintenant une trentaine d'années que je suis dans l'entreprise et une vingtaine d'années que je la dirige. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais d'une formation technique, donc on va dire ma philosophie, c'était plutôt faire tourner les machines, avoir des machines performantes. Et je me suis pas tout de suite intéressé à l'homme, on va dire. Avec la jeunesse étant, on tapait un peu dans le capital santé. Et j'ai plutôt tourné sur un mode comme ça, avec quelques alertes de santé. J'ai fait 2 fois une toxoplasmose, qui est les choses improbables, à 10 ans d'intervalle. À un moment, c'est des signaux faibles. Donc c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. J'ai commencé à plutôt aller sur des réflexions. Est-ce que ça ne serait pas moi le moteur du problème? Est-ce que mon management était aussi adapté avec une réflexion, on va dire, plutôt technique, on peut dire d'ingénieur, par rapport à une réflexion de comment remettre l'homme au centre du circuit. Donc c'est toutes ces réflexions-là qui m'ont amené à réfléchir déjà sur mon management, sur mon bien-être dans la foulée, parce que je pense que c'est lié. Donc il y a une vraie volonté de se retrouver
dans ses baskets, aligné dans ses paroles, dans où est-ce qu'on a envie d'emmener l'entreprise. Nous, on est une entreprise de fabrication de lunettes françaises. Donc, on fabrique des montures comme celles que je porte, essentiellement pour les créateurs français. C'est des montures de lunettes qui sont vendues dans le monde entier, à l'export, essentiellement à plus de 50%. Et donc, on fabrique ces montures-là dans une matière qui est biosourcée, qui est un acétate de cellulose, qui est une matière historique qui a plus de 150 ans d'existence. Et on est donc à une croisée de chemin aujourd'hui par rapport aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, de faire du circuit court avec un produit biosourcé. Et donc on a aujourd'hui cet alignement qu'on recherche depuis longtemps. On n'a jamais voulu partir fabriquer en Chine. On a toujours voulu défendre les valeurs du Made in France, du fabriqué local en circuit court. On essaye d'avoir tous nos fournisseurs dans moins de 450 km autour de chez nous. Voilà, on arrive à faire les choses de manière qui correspondent à nos valeurs. Donc, et ça, c'était important pour le mettre en œuvre, que derrière tout suive dans le management de l'entreprise, dans le positionnement. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, parce qu'il y a des jours c'est plus difficile que d'autres, mais en ayant une vision un petit peu dans ces points-là, sur du long terme, sur des choses comme ça, c'est plus facile à l'intégrer et à le digérer. Donc c'est vrai que ça permet de mieux aujourd'hui le vivre. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des nuits, je me réveille encore en transpiration, mais c'est plus tous les jours, c'est qu'une fois de temps en temps, et quand ça arrive, je sais ce qu'il faut faire. Donc c'est plus quelque chose de chronique, c'est quelque chose qui peut arriver, on peut avoir un coup de stress, on peut avoir quelque chose, mais sans que ça devienne quelque chose. Et un jour, ce qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir, c'est qu'un soir, je rentre à la maison, et ma femme m'a dit, mais tu n'es pas là, physiquement. Du moins, tu es là physiquement, mais pas mentalement. Donc ça, c'est quelque chose qui, avec les enfants autour, donc c'est quelque chose qui vous marque en disant, et elle m'a dit, elle ne me l'a pas dit avant, elle me l'a dit quand j'ai eu changé. Elle m'a dit, voilà, maintenant, quand tu rentres, tu es à la maison. Tu n'es pas encore en train de penser au travail, à tes problèmes, des choses comme ça. Donc, elle me l'a dit après, quand j'ai eu changé. Bon, c'était sympathique de sa part. Et voilà, donc c'est quelque chose qui, à un moment, c'est les signaux, en fait, qu'il faut se rendre compte pour pas basculer dans des choses où on est le mal-être, ce qu'on appelle le mal-être du dirigeant. La solitude du dirigeant, aujourd'hui, c'est des choses qu'il ne faut pas nier, qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main en disant c'est une faiblesse momentanée. C'est quelque chose qui doit être pris en compte. Voilà. Justement, pour rebondir, vous avez vraiment couvert les conséquences sur vous, sur votre corps, votre santé, on va dire plutôt mentale, sur l'univers familial. Mais il y a encore autre chose, c'est surtout les conséquences vis-à-vis de vos collaborateurs, de votre entreprise. Est-ce que vous aviez perçu lorsque vous étiez... quand vous avez senti cette sensation de mal-être du dirigeant, avez-vous perçu des conséquences, on va dire, directes sur l'entreprise, des projets qui n'arrivaient pas à se concrétiser, des salariés qui recevaient mal vos directives? Comment ça se traduisait concrètement du point de vue de chef d'entreprise? Oui, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre. En fait, j'étais assez mal perçu. Parce que étant stressé, on ne peut pas transmettre des valeurs en étant stressé. Je pense que les paroles de quelqu'un de stressé n'ont aucun impact sur la personne qui les reçoit. Donc je pense que j'ai eu une période où j'étais un très mauvais manager. L'essentiel, c'est un moment de s'en rendre compte et de changer. Ce qui est difficile aussi quand on change, c'est que alors on pense qu'on a changé, mais les personnes ont encore une certaine mémoire et résistance, et ça dure assez longtemps avant qu'on reconnaisse qu'on a changé. Alors est-ce que c'est notre perception du changement qui est tronquée, on pense qu'on a changé, mais on n'a pas vraiment changé, mais c'est assez long. Voilà. Mais bon, c'est des choses qui marquent quand même quand on s'en rend compte après, parce que sur le moment, on pense bien faire. On pense que cette façon-là de faire est la bonne, et c'est pas foncièrement... c'est pas derrière, quand il se passe rien, qu'on donne des informations, des choses comme ça, c'est qu'à un moment, moi je dis toujours maintenant dans le management, quand il y a un échec, il y a toujours le dirigeant ou la personne qui s'occupe de gérer ça. C'est jamais de la faute entière de l'exécutant ou la personne qui a fait l'erreur. Il y a toujours une part de responsabilité. Il faut toujours, même en tant que dirigeant, quand il y a un client qui n'est pas content, je me dis qu'est-ce que j'ai oublié de faire, est-ce que j'ai mal fait. Il faut avoir une certaine humilité dans son approche.
ce qui permet d'être ouvert aussi à écouter les autres. Et souvent, j'entends quand on a les experts BPI qui viennent nous accompagner, qui viennent nous aider, et ils disent souvent, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont fermés, ils pensent que ce qu'ils font, c'est le mieux, qu'ils sont parfaits, et choses comme ça. Et souvent, là, les experts disent... on est souvent bloqué dans les entreprises parce qu'il n'y a pas de volonté en fait, de changement de la part de la direction et qu'on se retrouve, si le dirigeant ne veut pas changer, de toute façon, comme ça part d'en haut et on ne peut pas aller contre. Donc, et cette ouverture d'esprit qu'il faut avoir, cette humilité, se remettre humble humain de passage sur cette terre, donne en fait de la crédibilité dans ses valeurs, dans son ancrage, dans son alignement pour permettre de diriger derrière. Et c'est important de l'avoir, surtout dans des périodes comme aujourd'hui où on parle de réindustrialiser la France, et choses comme ça. Nous, aujourd'hui, ces valeurs-là, ça fait 30 ans qu'on essaye de les défendre, on va dire, de manière plus active. Maintenant, ça fait 10 ans pour moi que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le Made in France, sur ces valeurs-là. Et on s'en rend compte aujourd'hui, le Covid était un accélérateur, en fait. C'est pas un transfert, c'est pas de la réindustrialisation qu'on vit au jour d'aujourd'hui. C'est nos clients qui ont défendu ces valeurs depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a un vrai bonus de croissance. Et là, on est en train de voir pour doubler la taille de l'entreprise dans les 18 mois qui viennent, parce que notre plan de développement était sur 4 ans et on est obligé de l'accélérer tellement on a une demande forte. Donc ça veut dire que nos clients qui étaient tous dans ces valeurs-là sont en train de vraiment, sur le marché, de vendre beaucoup plus. Donc on est content que un jour, ces valeurs-là, on puisse les partager. Maintenant, tout le challenge, c'est de nos équipes en interne arrivent à suivre cette montée en charge qui va être dans l'année qui vient, là, jusqu'à fin 2022, pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients et des consommateurs, parce que tout vient du consommateur, d'une prise de conscience de comment on achetait comment étaient fabriqués les produits avant et comment aujourd'hui on veut se positionner dans le monde futur. Et c'est des choses qui sont c'est des bouleversements de société, mais qui vont plutôt dans le sens de ce qu'on essayait de défendre. Donc on est assez content d'y participer, grâce à BPI aussi qui nous accompagne depuis quand même quelques années. Le message est passé. Alors tout à l'heure, vous parliez justement des comportements, des différences de comportement, justement entre un dirigeant, on va dire un petit peu obtus, et un autre dirigeant plutôt ouvert à changer son comportement, à l'influer dans son intérêt général, enfin dans son intérêt et justement dans l'intérêt général de son entreprise. Alors vous, justement, vous étiez dans cette deuxième partie, vous étiez celui qui était ouvert au changement et au conseil. Et alors justement, quel a été le déclic dans votre cycle, dans votre vie de chef d'entreprise, qui a fait que vous vous êtes dit, ça y est, je fais différemment, j'ai pas envie de m'en tenir à cette situation-là? Il y a eu une période où j'avais ce que j'exprimais tout à l'heure, il y avait un mal-être, je ne me reconnaissais plus dans la façon d'avancer les choses. Et j'ai eu la chance d'avoir une rencontre avec deux personnes qui sont devenues des amis depuis, qui m'ont intégré dans un club APM. Donc APM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association Progrès Management. C'est une structure, on a à peu près 8000 chefs d'entreprise en France, essentiellement francophones, mais aussi basés à l'étranger, parce qu'il y a des clubs partout autour du monde. Et donc, on se retrouve une fois par mois entre dirigeants d'entreprise. Donc, ça a l'avantage de pouvoir parler de sujets, quand on parlait de la solitude du dirigeant. Donc, une fois par mois, on se rencontre et on a un expert dans un domaine varié. Ça peut être un ancien astronaute, ça peut être une historienne de l'art, ça peut être c'est des gens qui sont très variés, ça peut être des gens très pratico-pratiques sur les évolutions du système bancaire, ça peut être, il y a des fois des choses très concrètes et certaines fois des choses très abstraites en fait, qui sont plus inhabituelles, qui bousculent en fait les valeurs, mais toujours avec une logique de management derrière. Ça peut être un sportif qui nous explique comment il a géré sa carrière, ça peut être un entraîneur, une équipe de rugby, ça peut être des choses assez variées. Donc on se retrouve en fait à partager des similitudes avec d'autres personnes où on est sur confronté souvent aux mêmes problématiques, et ce qui permet en fait de partager. C'est vraiment avec bienveillance, avec beaucoup d'empathie par rapport aux problématiques des autres.
qu'on peut, dans certains cas, travailler aider sur des personnes, ou alors certaines fois, quand il n'y a pas de souci, c'est vraiment des moments de réflexion, et ça sort une fois par mois de l'entreprise, et ça permet en fait de vraiment prendre du recul. Parce que quand on est tous les jours dans cette machine à laver infernale, des fois où on n'arrive pas à s'extraire et à prendre du recul, ça donne vraiment une bouffée d'oxygène mensuelle. Et quand on le gère bien, que l'expert, ça se passe bien avec l'expert, on en retire vraiment un bien-être en ressortant. Et souvent les équipes, le lundi, nous c'est le vendredi une fois par mois, et le lundi les équipes, qu'est-ce que vous avez étudié, parce qu'on rediffuse en fait ce qu'on a ingéré pendant cette formation-là. Et ça apporte dans la réflexion, dans l'orientation que j'essaye de donner à l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui viennent de ces experts qu'on rencontre, et certains experts qui sont sur des choses très appliquées. Par exemple, on a fait intervenir Théo Duverger dans notre entreprise. C'est un expert qu'on a vu, mais qui est venu en fait en entreprise expliquer en fait comment deux personnes arrivent à communiquer en fait. Il y a il y a des mécanismes en fait où les gens vont arriver à se comprendre, que si ces prérequis-là sont pas validés, il n'y a pas de discussion possible. Donc la personne, on lui parle, mais elle n'écoute pas en fait. Donc c'est comment comprendre ces mécanismes-là. Et c'est vrai que les équipes, on a intégré tous les chefs d'atelier, tous les gens qui étaient un peu dans l'encadrement chez nous, et ça leur a permis de progresser sur le sujet. Donc c'est vraiment souvent des moments en plus qu'ils apprécient en fait de voir ces experts-là, parce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée, et ça donne vraiment un plus en fait à notre entreprise. Alors je crois que vous aviez parlé tout à l'heure justement de sportifs qui intervenaient dans le cadre de ces ateliers, et je crois que vous m'aviez dit qu'un coach sportif était venu vous voir, avec qui vous aviez pu échanger, qui avait pu vraiment faire un audit un peu de vos pratiques, et qu'est-ce qui a changé après cette rencontre-là? Qu'est-ce que vous avez vraiment changé dans votre habitude concrètement, du lever jusqu'au coucher, dans vos habitudes, qu'elles soient sportives, nutritionnelles, de sommeil? Où est-ce que vous avez vu le changement? En fait, oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'était Lionel Pagès qu'on a rencontré il y a 2 ans et demi maintenant. Et en fait, c'est une période où je dormais mal, comme j'exprimais, je me réveillais en transpirant. Et donc, il nous a donné une approche. En fait, c'est quelqu'un qui coachait des sportifs de haut niveau, niveau olympique, et qui aujourd'hui aussi a une activité, il gère aussi les gens en burn-out. Donc, il est dans les 2 extrémités du sujet. Et il expliquait en fait le fonctionnement de l'organisme, et qu'il fallait vraiment arriver à trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il considère le chef d'entreprise comme un sportif de haut niveau, parce qu'il doit répondre à des sollicitations permanentes, et il doit être en forme. Si un chef d'entreprise n'arrive pas en forme sur son lieu de travail, il va passer une mauvaise journée. Donc il considère qu'on doit être entraîné comme des sportifs de haut niveau, et avoir des capacités physiques, des capacités de récupération qui doivent être importantes en fait, et qui sont similaires en fait à ce qu'ils essayent d'inculquer aux sportifs, aux sportifs de haut niveau. Donc en fait, ça passe par déjà une hygiène de vie, par se comprendre personnellement. Par exemple, c'est lui qui m'a éclairé sur un sujet, c'est que j'avais du mal à manger le matin. C'était pas mais je me forçais par convenance, on va dire, sociétale. C'est quelque chose aujourd'hui parce que j'arrivais à midi, j'avais pas faim, j'avais pas digéré ce que j'avais mangé le matin. Donc j'ai arrêté de manger le matin, ça me convient très bien, et j'ai trouvé assez bien son explication. Il expliquait en fait que l'homme de Néandertal, quand il courait après la biche ou le bison pour manger, il n'avait pas pris son petit déjeuner. Donc l'organisme est fait qu'on peut partir faire une journée sans avoir mangé, et on ne va pas tomber en hypoglycémie ou en tout ce qu'on nous raconte qui peut nous arriver. Donc aujourd'hui, je prends juste un grand bol de thé le matin, et je peux tenir jusqu'à 2-3 heures sans problème. Donc c'est vraiment une façon de s'écouter, et si on a et il dit moi c'est adapté à moi, mais il y a d'autres personnes, ça sera peut-être moins manger le soir ou pas manger le soir, c'est pas grave, on peut arriver à vivre avec 2 repas par jour c'est juste boire qui est important, mais le reste Et donc cette prise de conscience là, il nous a aussi fait prendre conscience qu'il fallait faire ces 15 minutes de sport intensif par jour pour vraiment que l'organisme
régénère en fait son fonctionnement, qu'il soit dans une dynamique, on va dire, performante en fait. Donc alors ça peut être des squats dans la douche, ça peut être des pompes, ça peut être faire un tour de vélo. Moi je l'ai fait plutôt, j'habite à la campagne, donc je fais un tour de vélo dans la forêt. C'est vraiment quelque chose de plaisant en fait. Il faut que ça soit plaisant, il ne faut pas que ça soit une contrainte. Puis un quart d'heure, c'est vite passé, hein. On a vite fait un tour. Donc voilà, c'est vraiment ces choses-là qui donnent en fait cette force en fait. Et quand on arrive à mettre en place ça au début c'est un peu dur, hein. Au début je faisais une courte distance en un quart d'heure, puis j'ai réussi à allonger à 2-3 fois la distance en reprenant un rythme. Et après on arrive au travail et la journée se passe beaucoup mieux. En fait, la journée va plutôt être dans quelque chose. On ne le comprend pas tout de suite parce qu'au début c'est un peu difficile. Mais même si on s'est levé une demi-heure plus tôt et qu'on a fait un effort physique, la journée se passe mieux, on est moins stressé, on rentre le soir, on est moins stressé, on dort mieux, donc on part vite dans une spirale plutôt sympathique dans le bon sens cette fois-ci. Et ça, c'est intéressant d'arriver. Alors après, il y a d'autres façons de le faire, hein. Il faut que ça soit adapté à chacun. Mais c'est quelque chose qui est plutôt... quand on arrive à voir le changement, parce que c'est assez rapide en fait, en 15 jours, 3 semaines, on peut arriver à bien vite déjà mieux vivre sa journée de travail et mieux vivre le stress. Parce qu'en fait, on a aussi, c'était la semaine dernière, on a une explication, on a une capacité à encaisser le stress qui est encadrée entre deux lignes. Donc si on arrive à être au milieu, on gère bien, mais quand le stress est trop élevé, ça écrète en fait. Donc en fait, on n'arrive plus à gérer en fait les informations qui nous arrivent. Le cerveau, il est saturé, comme une sorte de Larsen où plus rien rentre en fait, en dessus si on monte trop dans les tours par rapport à notre niveau moyen. Donc l'idée c'est vraiment faire baisser ce stress pour arriver à quelque chose où on est plutôt détendu, pour pouvoir, en cas de stress de besoin, parce que le stress c'est aussi quelque chose de créateur d'avancée, mais pas que ça devienne quelque chose qui monte trop dans les tours. Donc on arrive avec ces approches-là, c'est plein de petites choses, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de choses vraiment qui changent, il n'y a pas d'invention, mais c'est juste arriver à imbriquer ces différents éléments. Donc, voilà. Je me permets de rebondir. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu tout à l'heure une liste un peu à la Prévert avec plein de leviers d'action à actionner justement pour développer son propre bien-être. Vous, Olivier, vous venez de dire que finalement, pour vous, ce qui a été déterminant, ce sont ces 15 minutes de sport intensif par jour. Mais en revanche, vous vous tordez un peu le cou à cette idée qui voudrait que pour se sentir bien, il faut avoir un petit déjeuner riche, manger 5 fruits et légumes par jour par exemple. Vous, juste un bol de thé, ça convient parfaitement. Donc en fait, ce qui est important, comme vous le disiez, c'est vraiment de s'écouter soi-même. Chaque conseil ne fonctionnera pas avec tout le monde. C'est vraiment s'auto-diagnostiquer voilà, et savoir ce qui est déterminant pour vous. Et vous, en l'occurrence, c'est le sport. Et Bix, c'est un peu un sport intensif aussi, il faut le dire. J'en profite pour vous dire que Donia vous remercie pour cette prise de parole courageuse et que j'ai d'autres interactions qui me disent que la solitude du dirigeant est un mal insoupçonné. Je crois que vous l'avez bien souligné. C'est quelque chose qu'il faut arriver à traiter, oui. Alors, vous en avez déjà bien parlé, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les bénéfices que vous avez tout de suite ressentis pour vous et on va dire de manière un peu plus stratégique, un peu plus pour votre entreprise, les effets positifs que vous avez perçus sur le long terme, notamment sur le management des salariés, sur la compréhension de votre projet collectif. Est-ce que vous avez pu percevoir un alignement des planètes entre vous et vos collaborateurs ? Oui, sur cette partie-là, il y a, à titre perso, on s'en rencontre assez rapidement. Après, j'ai pas cherché à faire une relation, on va dire, dans le management tout de suite. Et c'est venu plus tard, en fait. Et parce que déjà, c'était assez égoïste dans un premier temps. C'était vraiment me préserver et me mettre dans un mode de fonctionnement où je pouvais être bien. Après, je pense automatiquement ça a découlé après sur les équipes, sur les façons de faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose, nous, ça fait plusieurs années qu'on était sur un palier de croissance et de développement. On butait sur 2-3 sujets. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est en train de vraiment de déverrouiller les énergies, que vraiment les énergies des équipes sont en train de vraiment prendre et que grâce à
tout ce travail et des équipes et de moi-même que j'ai fait sur moi, ça vraiment en train de faire prendre, comme on dit, prendre la mayonnaise pour qu'on arrive à vraiment faire de ce qu'on attend depuis longtemps, c'est-à-dire faire une belle entreprise française de fabrication de lunettes avec des valeurs, avec tout ça, de rester dans notre vallée d'Oyonnax avec nos montagnes, et vraiment que beaucoup de monde participe à cette aventure. Et on a aujourd'hui des clients qui nous suivent, hein, qui nous disent on est capable de vous faire des programmes sur 2 ans pour assurer votre développement, tout ça. Donc tout ça est en train de vraiment, c'est plein de petites choses, plein de petits indicateurs qui font qu'on sent que c'est en train de se passer quelque chose. Moi, à titre perso, je ne m'en rends pas compte, mais maintenant, on a une personne en RH qui m'a dit que oui, elle est là depuis 1 an, mais elle a posé des questions, comment j'étais avant et comment j'étais maintenant. Et d'après ses dires, ça serait mieux. Donc, je pense que c'est important. Voilà, parce que s'auto-juger, c'est quand même, surtout des sujets comme ça, qui sont délicats, ça serait présomptueux de se dire qu'on a changé. Je pense que le changement, il vient que du regard des autres. Il ne vient pas de ce qu'on pense de soi, parce que c'est très narcissique, je pense, comme approche. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on arrive à se comprendre et c'est à travers le regard des autres et c'est pas ils sont plus son ennemi, on va dire, c'est le miroir le matin, hein, c'est qu'on peut être son propre ennemi, donc il faut se méfier de soi et avoir l'humilité de dire qu'on peut être le problème alors qu'on pensait être la solution. Donc je pense que ça aussi ça participe aussi à un travail de pas de vraiment penser ça comme une philosophie, en fait, pas comme ok, le chef d'entreprise, c'est prendre des décisions, c'est avancer, mais c'est plutôt aujourd'hui, ça vient comme quelque chose, c'est emmener des équipes dans un projet avec qui on partage des valeurs et qui ont envie de participer au projet. Et aujourd'hui, on est plutôt dans cette dynamique-là et je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler. On a longtemps un petit peu ramé dans le désert. On a tâtonné sur la façon de créer les choses, d'avancer, mais c'est quand même l'homme qui est au centre de l'homme, les hommes et les femmes, bien sûr. Quand je dis homme, c'est au sens général, qui travaillent dans l'entreprise et qui font avancer ce projet. Parce que moi, je le vois plutôt comme un mode projet aujourd'hui où on a des choses à créer et à amener sur ce marché-là, avec les difficultés de production qui sont quotidiennes, parce qu'on a un produit qui est assez technique à réaliser, donc on rencontre des difficultés tous les jours, mais c'est la capacité des équipes à maîtriser ces difficultés et à les voir plutôt comme un progrès, comme des choses qu'on améliore, plutôt comme une difficulté. En fait, c'est tout ce travail-là aujourd'hui de management, que les problématiques, elles sont là, mais comment est-ce qu'on les voit comme un problème ou comme une solution ? C'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide. Il vaut mieux voir le bon côté des choses et je pense que moralement pour les équipes et pour tout le monde, c'est plus facile d'avancer dans cette voie-là. Et c'est ce qu'on essaye petit à petit d'inculquer dans notre travail, dans les exigences de nos clients, parce qu'on doit répondre à des cahiers des charges très précis au niveau qualité. Et ce n'est pas toujours évident à le réaliser, mais ça se passe plutôt bien. On espère que l'aventure va s'amplifier et continuer longtemps. Ça s'active un petit peu dans le chat. On a notamment Elena qui vous demande, alors vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais est-ce que vous avez travaillé avec un coach spécifiquement sur la question de la gestion du stress ? La gestion du stress, non, mais je pense qu'à les rencontres des experts qu'on a eus à travers l'APM, certaines fois, il y en a un que j'ai re-rencontré la semaine dernière, qui, il y a 4 ans, lors d'une grand-messe, juste en me regardant marcher, c'est Axel Boucher, pour ceux qui le connaissent peut-être, m'a dit, toi, faut que tu changes assez rapidement ta façon de travailler et de vivre, parce que ça va t'arriver des gros pépins. Donc quand quelqu'un vous dit ça un jour, ça marque et ça fait réfléchir. Donc c'est des avertissements. Il le dit avec bienveillance, mais il le dit de manière franche. Voilà, conviction. Voilà. Donc soit vous écoutez, soit vous dites c'est un con, mais bon, moi je l'ai écouté et je pense que c'est outil fait partie des déclics. Donc ça, c'était un premier déclic. Après, j'ai rencontré d'autres experts qui, une fois qu'on a
intégré qu'il y avait un problème, c'est plus facile de chercher une solution. Voilà, donc c'est plus des rencontres comme ça. J'ai pas travaillé avec un coach qui m'a suivi pendant sur du long terme. Non, j'ai jamais eu encore. Voilà, j'ai pas eu ce besoin. Et je l'ai pas ressenti. Ça s'est fait plutôt par petites touches, mais qui ont été empilées les unes aux autres, efficaces et qui ont vraiment changé ma ligne de vie. Ouais, voilà. Intéressant, justement, c'était une de mes questions également. Hélène demande, est-ce que vous avez travaillé avec des professionnels pour coacher vos collaborateurs? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail, dont les salariés, les collaborateurs sont les principaux bénéficiaires. Mais justement, est-ce que vous, en prenant conscience de votre propre bien-être ou justement de cette fragilité, vous avez mis en place des actions pour vos collaborateurs dans le cadre de cette politique? Oui, donc j'en ai parlé d'un tout à l'heure que j'avais fait venir, qui est Théo Duverger, mais il y a un autre, dès qu'on a, parce que des fois il y a des experts qui sont plutôt sur des thématiques qui s'appliquent difficilement en entreprise, mais quand on trouve qu'il y a des thématiques qui sont vraiment transposables aux collaborateurs, on fait venir ces experts-là. Donc jusqu'à maintenant, on a eu 3 expériences avec ces experts-là pour qu'ils prennent les équipes, qu'ils leur parlent de ces sujets-là, qu'on avait parlé sur la parole, on en a eu d'autres sur la gestion du temps, voilà, sur la gestion du temps. Donc oui, on essaye le plus possible, alors à peu près une fois par an ou une fois tous les 2 ans, d'avoir un expert qui intervient. Ça donne du baume au cœur, et souvent, les retours sont souvent assez positifs par rapport à ces sujets-là. Et après, on fait aussi intervenir, après c'est du classique, après c'est formation management, des choses comme ça, mais voilà, mais ça c'est plus des choses qui se pratiquent en fonction des besoins des personnes. Mais vraiment, c'est des thématiques un peu plus, voilà, on fait intervenir, peut-être pas assez encore aujourd'hui, mais c'est peut-être, je pense, quelque chose dans l'avenir où on va travailler. Par exemple, l'autre jour, on a rencontré une experte qui s'appelle Pauline Ponce et qui travaille sur l'histoire de l'art, mais qui fait des interventions en entreprise, en fait, pour aider des gens qui foncièrement n'ont pas les mêmes métiers, qui ne sont pas dans les mêmes services, pour se rencontrer, pour se découvrir une œuvre, pourquoi ils aiment une œuvre d'art, voilà, quelle est leur approche. Voilà, c'est ça, voilà, et 2 personnes qui n'auraient pas foncièrement échangé, discuté, vont se découvrir en fait à travers des sujets qui sont ou des personnes qui n'ont pas d'approche, qui n'ont peut-être jamais visité un musée, mais à travers des échanges comme ça peuvent arriver à progresser. Donc c'est des choses qu'on envisage peut-être sûrement sur les années à venir, d'aller plutôt sur des choses moins pratiques, des choses plus dans le spirituel, des choses comme ça, on va dire, parce que réfléchir sur une œuvre d'art, on arrive un peu dans le spirituel, on va dire, pas foncièrement avec une connotation religieuse, mais la spiritualité, c'est-à-dire c'est essayer d'élever son âme pour essayer de comprendre les choses d'une manière pas cartésienne. Voilà, matérialiste dans ce monde en fait très matérialiste. Comment aujourd'hui, je pense que c'est une demande, on va dire globale aujourd'hui, de remettre un petit peu quelque chose d'autre que ce matérialisme mercantile qu'on vit un petit peu tous les jours, et comment essayer de faire autre chose. Aujourd'hui, les gens vont pas de moins en moins dans la partie religieuse, mais ils recherchent quand même quelque chose. Donc il existe des courants, des choses comme ça, où on peut avoir cette approche-là, essayer. Et moi, c'est quelque chose étant de formation très, on va dire, technique, et d'avoir remis ce côté un petit peu spirituel en moi. D'ailleurs, globalement, dans la technique, quand on était en devoir de philo, on faisait des maths, parce que c'était comme ça, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a manqué par la suite, et que je redécouvre maintenant sur le tard, et qui est intéressant. Et ça, c'est aussi un bien-être à cultiver aussi à titre personnel. Voilà. Ça fait aussi avancer ce côté un peu spirituel. Et comment le perçoivent vos salariés? Parce que c'est vrai que ce sont des questions qui sont très nobles, mais qui peuvent être perçues comme un peu, on va dire, clivantes, hein, pour parler de spiritualité ou de choses un peu plus profondes pour vos salariés. Comment est-ce que vous, justement, placez le curseur pour ne pas faire d'influence, ni d'ingérence, ni de quoi que ce soit? Comment c'est perçu, ça, finalement, dans vos équipes?
pour l'instant, c'est pas des choses que j'aborde. C'est un peu mon jardin secret pour l'instant, mais j'aimerais bien emmener les équipes dans les années à venir, peut-être réfléchir sur des choses. Alors voilà, se réfléchir sur une œuvre d'art, il n'y a pas de voilà, un Picasso n'a pas de, c'est assez facile, voilà. Et sur un Miro, des choses comme ça, mais voilà, c'est plutôt aller dans ces choses-là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, voilà. Je ne sais pas exactement comment, je ne sais pas par quel bout le prendre, mais je pense qu'on va trouver du monde pour nous aider. Et je pense qu'il y a ça créera des choses. Parce que nous, on est quand même sur un produit quand même qui... Notre produit, la monture de lunettes, c'est un objet et qui est travaillé par des designers, donc c'est un objet artistique. Donc on ne travaille pas le produit, on prend des pieds à coulisses, mais la majorité du temps, c'est plutôt une bosse va se voir, alors qu'elle va être à 5 centièmes et la cote va être bonne. Donc on travaille plutôt sur des courbes, sur des choses. Et ça, le trait du designer, c'est souvent un trait artistique qu'il a au démarrage, même si c'est traduit par des plans techniques, des choses comme ça. Mais à la base, il y a quand même une rencontre avec un designer. Donc on aime bien nous comprendre le designer quand il a fait sa paire de lunettes. Certaines fois, ils se sont inspirés des colonnes de Burins. Voilà, il y a toujours des choses. Voilà, il y a un arrière-plan artistique, et c'est quelque chose qui nous, il faut qu'on le comprenne pour le retranscrire dans le produit derrière. Parce qu'un designer, quand il passe par un plan technique, on ne lui a pas demandé qu'est-ce qu'il pensait au début, le produit ne ressemble pas à la même chose que quand on a compris ce qu'il voulait transmettre. Donc on essaye en fait de ça pour l'instant, et j'aimerais bien moi l'inculquer aux équipes pour que cette valeur artistique, ils arrivent à la transmettre. Donc c'est voilà, à se l'approprier. Pour l'instant, c'est plutôt moi qui la développe, et je pense qu'il faut que je la développe encore plus, mais je pense qu'aussi il faut que je l'inculque dans l'entreprise, parce que les gens touchent un produit artistique tous les jours, mais ne le savent peut-être pas aujourd'hui, ou s'en rendent pas compte. Donc c'est vraiment arriver à inculquer ça. On a cette chance-là d'avoir un produit de ce type-là, en plus un produit fini qu'on peut porter, qui est souvent très visible. Voilà. Plus qu'une montre et plus que d'autres choses. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à se servir dans le futur comme un vrai outil de progrès. Voilà. Justement, ça me fait rebondir un petit peu. Vous parlez de. Effectivement, c'est pas un produit neutre. Vous avez toute une histoire derrière. Vous avez le talent de fabriquer vos lunettes en France. Vous avez le Made in France qui est un concept qui a le vent en poupe, et heureusement. Je dirais que c'est même un argument un peu marketing en termes de communication externe pour les futurs clients. Si vous arrivez à amener cette spiritualité, cette histoire, ce background géographique, culturel, régional, dans vos lunettes, c'est un argument de vente, et en plus pour vos salariés, c'est une source supplémentaire d'intéressement, finalement, de passion, d'investissement. On parlait tout à l'heure justement d'ex-salariés qui travaillaient en Chine sur des produits à fabrication, on va dire, à peu de valeur ajoutée. Je pense que ça peut être vraiment une source, un argument pour les faire venir le matin avec l'envie de travailler sur un produit intéressant. Ah oui, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on remarque depuis quelques années. On a des personnes qui viennent nous rejoindre parce qu'ils ont envie de sortir de cet approvisionnement asiatique avec des fois des contraintes de prix qui sont plus tenables pour eux moralement. Et on a des personnes là, qui nous ont rejoints, qui de toute façon allaient arrêter le métier dans la lunette parce qu'ils ne supportaient plus ces valeurs. Donc on en a d'autres, hein, on en voit arriver encore une personne qui va nous rejoindre fin du mois dans le groupe et qui est sur ces valeurs-là, qui quitte son emploi parce qu'aujourd'hui, ça correspond. Il n'est plus aligné en fait. Et ce matin, j'étais sur une intervention BPI en bas, et il y avait la DRH de Decathlon. Elle expliquait qu'il fallait que vraiment les valeurs de l'entreprise et de la personne soient alignées, parce qu'on ne pouvait pas avoir, il y avait un sociologue aussi, c'est lui qui expliquait ça, on ne peut pas avoir des valeurs dans sa vie personnelle, dans le comment
en sortant du travail, en disant je veux de l'éthique, je veux des choses comme ça chez des produits, et aller travailler dans une entreprise qui n'est pas en corrélation avec ses valeurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver, où les personnes ont besoin de se rattacher et d'être alignées toute la journée. C'est pas je vais au travail, je renie tout ce que j'ai envie, tout ce que je pense, et j'arrive chez moi, je suis dans un monde merveilleux, je fais attention comme je mange, comme je consomme et tout ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus envisageable en fait pour bon nombre de personnes. Voilà, donc c'est mentalement plus possible pour eux d'être dans ce modèle-là. Donc en fait, on récupère des talents aujourd'hui qui viennent à nous parce que et c'est des gens qui, quand ils arrivent, c'est une passion, voilà, on a l'impression qu'ils revivent en fait. Ils revivent, ils se réalignent et c'est des belles rencontres aujourd'hui. On est plutôt dans des belles découvertes, on va dire. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est un message vraiment positif pour vous, chefs d'entreprise, pour vous, dirigeants, qui vous posiez ces questions-là. Sachez que si la question du bien-être du dirigeant vous interpelle et vous avez envie de développer, BPI France le Lab a sorti plusieurs études que vous verrez à l'écran, justement pour actionner ces leviers. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va mener à bien chez BPI France durant ces années, en développant des ateliers et en sensibilisant toujours plus nos dirigeants à prendre soin d'eux. Olivier, merci beaucoup. Merci, salut. Et bonne continuation.